Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer Africa Today pour vous informer. Bienvenue dans ce 20h. Après sa présentation des vœux de nouvel an au président de la République, le Premier ministre et chef du gouvernement a formulé les mêmes à l'endroit des hommes de médias du pays ce jeudi à la primature. Mamadi Youla a mis l'occasion à profit pour faire un bilan exhaustif de son équipe et en même temps annoncer les perspectives pour l'année 2017. Mamadou Alpha nous en dit plus. À l'occasion de cette nouvelle année, Mamadi Youla a formulé ses vœux les meilleurs à l'endroit de la presse guinéenne et à leurs familles respectives. Le chef du gouvernement a saisi l'opportunité pour dresser un bilan de son équipe durant l'année 2016. Parmi ses prouesses enregistrées figurent en bonne place la performance économique, le dialogue interguinéen et l'initiation de la Semaine nationale de la citoyenneté. De nombreux chantiers ont été ouverts. Et aussi, il y a eu de nombreuses réussites, des réussites symboliques. Comme nous avons parlé des réussites sur le plan économique, avec un taux, en 2016, nous pouvons compter sur un taux de croissance qui est parmi les plus élevés de ces 10 dernières années en Guinée. Nous avons aussi, au cours de cette année, réussi pour la première fois dans l'histoire de notre pays à mener un programme économique à son terme, un programme donc appuyé par les partenaires au développement, en particulier le Fonds monétaire international. C'est une première, donc je crois que nous devons nous en féliciter. Aussi, en 2016, nous avons mené un dialogue sur le plan politique. Conscient que les attentes sont nombreuses, le Premier ministre se dit déterminé avec l'ensemble de son équipe à poursuivre les chantiers ouverts afin de satisfaire les besoins des citoyens. En ce qui concerne les perspectives, il concerne bien sûr l'action qui a été, les chantiers qui ont été ouverts par le gouvernement. Ils sont nombreux. Il y a eu des avancées intéressantes en 2016. Le gouvernement s'engage fermement à poursuivre le travail dans un certain nombre de domaines qui aujourd'hui interpellent le gouvernement et pour lesquels les populations sont en attente. Nous savons qu'aujourd'hui que les infrastructures méritent une attention particulière. La question de l'assainissement est sur la table. La question du panier de la ménagère, comme certains l'ont soulevé. Pour terminer, Mamadi Youla a promis d'améliorer la communication gouvernementale, une manière selon lui d'accroître la visibilité des actions menées sur le terrain. Prévu pour hier jeudi 12 janvier 2017, les plaidoiries et réquisitoires du feuilleton judiciaire opposant Mori Kondé, porte-parole des anciens travailleurs de Rio Tinto, à deux de leurs responsables ont été reportés au 2 février prochain. Une situation que déplorent les avocats de la défense, estimant que la partie civile n'a aucun argument. Maître Pépé, Antoine Lama est l'un d'entre eux. Un renvoi de trop parce que nous ne nous attendions pas à ce que ce dossier ne soit pas plaidé aujourd'hui. Nous avions été surpris, malheureusement, de constater que nos confrères de la partie civile n'étaient pas prêts à présenter leur plaidoirie, ce qui s'explique par le fait qu'ils sont dépourvus d'arguments et qui sont totalement déséquilibrés. Par voie de conséquence, il faut trouver des moyens dilatoires pour empêcher, n'est-ce pas, la justice de prendre une décision saine. Pour Maître Pépé Antoine Lama, le 2 février doit être le jour de sentence dans cette affaire. D'ailleurs, il soutient que la plainte contre son client Mori Kondé vise à dissoudre ce dernier sur son combat de syndicaliste. On l'écoute à nouveau. Nous sommes certainement dans l'assurance que ça sera le dernier renvoi et qu'à la date du 2 février 2017, nous allons finir une fois pour toutes pour ce dossier. Laissez-moi vous dire que le but que la partie civile s'est visée en engageant cette procédure contre mon client n'est pas juridique.
c'est purement extra-juridique. Souvenez-vous, nous avions demandé la comparution personnelle des personnes qui auraient mandaté l'avocat d'agir en justice. Cette mesure a été ordonnée par le tribunal, mais ces personnes n'ont jamais comparu. Dans les coulisses, nous avons la confirmation que ces personnes n'ont jamais constitué un avocat pour les défendre. Le simple but de la partie civile, c'est de dissuader M. Bourikode, délégué syndical, de poursuivre son action syndicale. Et très malheureusement, cette procédure n'est pas de nature à le dissuader. Une formation de 3 jours axée sur la lutte contre les violences basées sur le genre a été initiée ce jeudi à l'intention des journalistes et des artistes de la troupe nationale. La démarche vise à outiller les acteurs de la communication des techniques leur permettant de traiter des sujets et de mener des sensibilisations sur les VBG. L'initiative est du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance en collaboration avec l'ONG DJ Paigo sur financement de l'USAID. Oumar Sow nous fait le point. Depuis un certain temps dans notre pays, il y a une recrudescence des cas de violence basés sur le genre et plus spécifiquement celles faites aux femmes et jeunes filles. Une mauvaise pratique qui se traduit par l'atteinte de leur intégrité physique à travers des cas de viol et de meurtres. Face à cette situation préoccupante, plusieurs mesures ont été prises et des acteurs sont intervenus, notamment ceux de la sécurité, la santé, la justice et les acteurs communautaires. Malgré cela, le rôle des communicateurs s'avère nécessaire dans la sensibilisation. L'objectif de cette formation, c'est renforcer les capacités des communicateurs que sont les journalistes et les artistes des troupes théâtrales dans le cadre de la conception et diffusion des messages pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour la conseillère technique senior sur les questions de VBG, le but visé par ce projet est d'œuvrer à éradiquer les violences basées sur le genre, d'où cette main tendue aux acteurs de la communication. On ne peut pas faire un projet communautaire sans l'implication de ces couches, notamment les journalistes et les artistes, qui sont écoutés à travers les médias, qui sont écoutés à travers les ondes, même là où les acteurs de projet ne sont, mais vous avez la possibilité, la presse a la possibilité, les artistes ont la possibilité d'aller au-delà, d'élargir le spectre de l'information. Les violences basées sur le genre sont des formes de domination imposées tant aux hommes qu'aux femmes. Mais de nos jours, le rapport du genre est inégalitaire, vu qu'il y a plus de femmes victimes de violences que d'hommes. À l'issue de ces séminaires, plusieurs thématiques seront développées, parmi lesquelles revient le formateur. On a démarré cette formation par la connaissance de la notion de genre, et ensuite on verra que dans le genre, les rôles, la répartition sociale des rôles désavantage la femme. Donc le deuxième thème majeur, c'est les rôles de genre, suivront les violences basées sur le genre, et un thème dédié aux médias et genre, parce que la manière dont les médias, dont les communicateurs présentent les questions de genre peut avoir une influence sur l'interprétation de la communauté. D'après un rapport d'enquête réalisé en 2009 sur les violences basées sur le genre en Guinée, comme dans la plupart des pays du monde, ce sont des millions de femmes et de filles qui sont constamment exposées au phénomène de la violence, avec 92% de femmes âgées de 15 à 64 ans ayant été victimes d'au moins d'un acte de violence. C'était plutôt un compte rendu de Saloum Kondé. Le réseau des journalistes pour la sécurité maritime a tenu un point de presse ce vendredi à Conakry. Il était question pour ses membres de faire le point sur le sommet, la sûreté et la sécurité maritime pour le développement qui s'est tenu à Lomé au Togo au mois d'octobre dernier. Buntourabi Keita pour les explications. La Guinée ne figure certes plus sur la liste noire de l'Union européenne en matière de pêche illicite, non réglementée et non déclarée, mais cela ne veut nullement dire que la sécurité et la sûreté des eaux maritimes guinéennes est un pari déjà gagné. C'est pour donc renforcer cette sécurité, pour un développement de l'industrie maritime, que le réseau des journalistes pour la sécurité maritime a pris part à ce sommet international de Lomé. Grégoire Ankou est le secrétaire général de Jazema Guinée. Avec plus du tiers des actes de piraterie maritime enregistrés dans les eaux africaines et une perte économique
annuel estimé à plus de plusieurs milliards de dollars US, la problématique de la sûreté et de la sécurité maritime était devenue une question tellement cruciale qu'il était de bon ton que les États africains se réunissent et décident de mesures dynamiques à prendre pour endiguer le fléau. Effectivement, c'est le Togo qui prendra cette responsabilité et a organisé cette conférence. Renforcer cette sécurité pour le développement économique du pays est bon, mais veiller sur les produits qui y passent pour la consommation des Guinéens est encore meilleur. Alors sur ce, on a aujourd'hui tout ce qui est conflit dans la sous-région, tout ce qui est trafic d'armes, tout ce qui est trafic de produits illicites. On a vu un peu l'intervention du colonel Keboro au port de Boussoura, où pratiquement tous ces petits bateaux, ces pirogues venant de Freetown ou des côtes lyonnais débarquent à Conakry. Des produits, on a des types de vins ou de liqueurs frélatées qui n'est pas propre à la consommation des hommes, et on en reçoit des tonnes de cela venant de Freetown. Alors, ça c'est des produits. Et quand on voit la pêche illicite, aujourd'hui il y a un expert qui l'a dit, que la Guinée perd des millions de dollars chaque année en matière des bateaux qui rentrent dans nos eaux qui ne sont pas contrôlés. Pour Ibrahima Koné, vu l'intérêt économique qu'apporte l'industrie maritime à tout pays, les autorités guinéennes doivent poursuivre les actions déjà posées dans ce domaine. Le gouvernement guinéen, c'est l'implication totale et effective, puisque notre président Alpha Condé a été primé par la FAO comme champion dans le domaine de la pêche. On a vu le lever de sanctions de l'Union européenne sur la pêche guinéenne. Aujourd'hui, c'est que les autorités guinéennes doivent continuer le travail qui a été abattu déjà et pousser davantage pour que aujourd'hui la charte sur la sécurité et la sûreté des océans en Afrique soit ratifiée par nos législateurs, les députés guinéens, et encourager réellement le réseau des journalistes guinéens et le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime, section Guinée, de pouvoir travailler effectivement et dans l'avantage des Guinéens. La ratification de cette charte, un cri de cœur des membres de ce réseau qui souhaitent l'épanouissement du secteur maritime guinéen. C'est désormais officiel, le groupe Canal+ vient d'acquérir les droits de diffusion du football africain à tous les niveaux pendant ces temps. Cette acquisition permet au groupe Canal+ de confirmer son positionnement de diffuseur sportif de premier plan en Afrique francophone. Selon le représentant en Guinée, et le premier grand rendez-vous, c'est la CAN 2017. On écoute Oscar Lanfranchi. Ça commence avec la diffusion donc, sur les chaînes Canal+ Sport dès demain de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Donc en direct, en exclusivité pour l'Afrique francophone sur les chaînes Canal+. Et après ce sera poursuivi donc entre autres de la diffusion sur les chaînes Canal+ Sport de la CAN féminine, de la Ligue des Champions de la CAF Total, de la Coupe de la Confédération de la CAF, également de la CAN de futsal, et puis des éliminatoires pour la Coupe du Monde FIFA 2018. Donc tout ça en direct, en exclusivité pour l'Afrique francophone sur les chaînes Canal+ Sport. Donc avec des émissions d'accompagnement, de suivi de toutes ces compétitions. En particulier, je pense, donc pour la CAN qui débutera demain, on aura 2 émissions avec donc Talent d'Afrique et Soir de Cannes, donc qui sera un suivi de tous les soirs à 22 h des avancées de la compétition. Pendant cette fête du football africain qui démarre demain samedi au Gabon, Canal+ Guinée a fait des rabais sur certains de ses produits pour mieux permettre à ses abonnés de vivre la CAN en apothéose. Les propos d'Oscar Lanfranchi sont recueillis par Alceni Diallo. Et puis j'en profite également donc, pour signaler des promotions qui ont été mises en place donc, en Guinée pour faire suite à l'événement de la CAN. Vous avez le décodeur donc, qui a son prix qui a été vu abaissé à 90 000 francs
à partir de la formule Évasion Plus, donc pour permettre à tout le public guinéen d'avoir accès au meilleur du football africain et également au meilleur des programmes de Canal+, avec la formule Évasion Plus. Donc vous avez aussi, pour tout le mois de janvier, une promotion dédiée au réabonnement, donc des abonnés. Les abonnés qui sont actifs en ce moment, mais également échus. Vous avez, pour tous les abonnés qui montent en gamme, entre guillemets, et qui ajoutent les chaînes Canal+ à leur formule, 14 jours de chaînes gratuites, donc qui vont être accordées pour le mois de réabonnement. En France, c'était hier soir le premier débat télévisé entre les 7 candidats à la primaire élargie du Parti socialiste. Il y en aura 2 autres à venir avant le premier tour le 22 janvier. Un débat plutôt aseptisé, une sorte de tour de chauffe en quelque sorte, sans qu'un réel candidat n'ait convaincu plus qu'un autre. Regardez. Cette fois-ci, c'est la gauche qui parle. Après les primaires du Parti des Républicains, c'était hier le tout premier débat télévisé consacré au Parti socialiste et à ses nombreuses chapelles. Je veux dire que nous sommes en guerre. À l'affiche, 7 candidats, dont 5 anciens ministres, et une thématique prioritaire en toile de fond, l'économie. L'occasion pour Benoît Hamon de jouer l'offensive sur la gauche du terrain avec son projet de revenu universel. Entre citoyens. C'est pour cela que je veux proposer un chemin. Et sur ce chemin, il y aura un nouveau pilier pour notre protection sociale. Le revenu universel d'existence qui permettra aux nouvelles générations de maîtriser leur rapport au travail. Une somme de base, 600 ou 700 euros, distribuée à chaque citoyen pour répondre à la raréfaction du travail et de l'emploi rémunéré. Une recette à laquelle Manuel Valls ne croit pas. Hier, l'ex-premier ministre s'est clairement opposé à la société de l'assistanat et du farniente, selon ses propres termes. Arnaud Montebourg qui évalue à 50% la hausse d'impôts nécessaire. Certains projets n'y croient pas non plus. Mieux vaut selon lui se concentrer sur la politique fiscale. Le seul impôt que je m'autorise à augmenter est un impôt sur les profits et super profits des banques. Donc nous allons leur demander de financer mon plan de bataille contre le chômage, en leur prenant 5 milliards chaque année. En revanche, Hamon et Montebourg se rejoignent sur un épouvantail commun, la nouvelle loi sur le travail, projet phare de la législature Hollande, dont ils demandent l'un comme l'autre l'abrogation. Les sondages réalisés à l'issue du débat placent ces 3 hommes en tête, loin devant les payons Pinel, De Rugy ou Benamias, des candidats qui se retrouvent déjà relégués au 2e rang. Un rapport de près de 700 pages pour un bilan des droits de l'homme dans 90 pays de la planète. C'est ce que vient de rendre public l'ONG internationale Human Rights Watch. Un rapport annuel, mais qui cette fois ne s'est pas arrêté aux seuls pays les moins développés. Les États-Unis sont pointés du doigt et puis largement l'inquiétante montée des populismes dans de nombreuses démocraties. Et suivez. Un rapport de 687 pages à charge contre le populisme accusé d'attaquer les droits de l'homme à travers le monde. Dans son rapport 2017, Human Rights Watch se tourne davantage vers l'Occident et adresse une violente charge contre ces discours portés par des leaders charismatiques qui disent représenter le peuple contre une élite accusée de le priver de ses droits, de son identité et de ses libertés. Nous devrons rassembler nos énergies et tous agir avec la même ambition. Celle de faire triompher le retour du peuple, l'ambition de faire triompher la France pour tous les Français. Ils ont tous en commun la prétention de parler au nom de la majorité et de soutenir que cette majorité veut que ces droits soient violés pour sécuriser l'emploi, préserver l'identité culturelle ou se protéger contre le terrorisme. Appel au racisme, à la xénophobie, à l'arrêt de l'immigration ou à la misogynie, Human Rights Watch s'inquiète des abus dans la quête du pouvoir et vise particulièrement le nouveau président américain. Ils apportent la drogue, ils apportent le crime, ce sont des violeurs et certains, je suppose, sont de bonnes personnes. En Europe, l'ONG américaine critique également les dirigeants qui font l'autruche, voire s'inspirent des arguments populistes pour tenter de capter des électeurs. Une course à l'échalote dans laquelle les immigrés, les demandeurs d'asile et les musulmans sont toujours les boucs émissaires.
En tête, il y a Marine Le Pen en France et Geert Wilders aux Pays-Bas. Mais il y a des échos de cette intolérance dans la campagne du Brexit, la rhétorique de Viktor Orban en Hongrie, Jarosław Kaczynski en Pologne et dans les partis d'extrême droite en Allemagne et en Grèce. À travers l'Union européenne, officiels et hommes politiques nous rappellent les vieux discours fantasques d'une supposée pureté ethnique nationale. Le rapport alerte sur l'image séduisante mais superficielle de l'homme fort et des dérives possibles des autocraties. Pointé du doigt, Recep Tayyip Erdogan en Turquie, Abdel Fattah al-Sisi en Égypte, Bachar al-Assad en Syrie, Vladimir Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, Nicolás Maduro au Venezuela ou encore Rodrigo Duterte aux Philippines. Nous oublions à nos risques et périls les démagogues d'hier, les fascistes, les communistes et ceux de leur acabit qui affirmaient mieux comprendre les intérêts de la majorité et ont fini par écraser les individus. Et de conclure sur le besoin de réaffirmer une évidence, nous devons traiter les autres comme nous voudrions nous-mêmes être traités. Mossoul était le dernier grand bastion du groupe État islamique en Irak. Aujourd'hui, ces djihadistes n'en détiennent plus qu'un cinquième, peut-être même moins. Depuis 3 mois, les forces irakiennes, appuyées par la coalition, combattaient pour récupérer la ville. Un but, semble-t-il, quasi atteint. Suivez. Lentement, mais sûrement, les troupes irakiennes progressent, malgré la résistance acharnée de l'ennemi. Aujourd'hui, l'est de Mossoul est quasiment libéré de l'emprise des djihadistes du groupe État islamique. Les forces irakiennes, appuyées par les raids de la coalition internationale, ont peu à peu modifié leur stratégie de combat. Les raids aériens ces derniers jours ont notamment visé 3 grandes zones industrielles de la ville, des endroits présumés de fabrication de bombes. Et effectivement, le nombre d'attentats à la voiture piégée a diminué. C'est ce qui a notamment permis cette avancée et la quasi-conquête du côté est de Mossoul, deuxième ville d'Irak, et fief du groupe État islamique depuis plus de 2 ans. Les forces irakiennes avaient aussi l'habitude de demander aux populations de rester chez elles, mais elles ont depuis changé de tactique, ce qui leur permet aujourd'hui l'utilisation d'armes lourdes. La reconquête de Mossoul, lancée en octobre dernier, mobilise quelques dizaines de milliers de combattants. Elle s'avère néanmoins plus difficile que prévu. Le Premier ministre irakien, qui avait promis que la ville serait reprise aux djihadistes fin 2016, vient d'admettre qu'il faudra un délai supplémentaire de 3 mois. Même si les troupes irakiennes confirment leur progression aussi côté sud de la ville, reste l'ouest, de l'autre côté du fleuve Tigre, toujours occupé par le groupe État islamique. Philippines, la question de la contraception fait une nouvelle fois débat. Dans ce pays sous forte influence de l'Église catholique, la polémique naît cette fois d'une décision du président Duterte. Il souhaite un accès gratuit à la pilule pour 6 millions de femmes. Une initiative, vous allez le voir, diversement appréciée sur place. Regardez. Dans les rues de Manille, la nouvelle de ce plan de contrôle des naissances du président Rodrigo Duterte divise. Ici, certains l'accueillent avec pragmatisme comme cette mère de 4 enfants. Nous pouvons essayer de le faire parce que la grossesse précoce devient une tendance chez les jeunes. Ils pourront au moins être informés. Vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir des relations, particulièrement quand ils ont des petits amis. Plus loin, dans cette autre artère commerçante de la ville, pour cette jeune mère de famille très attachée aux traditions catholiques, le son de cloche est tout autre. Je n'y suis pas favorable même si les préservatifs deviennent gratuits, parce que c'est accepter que la jeunesse fasse des choses qu'elle n'est pas censée faire. Aujourd'hui, le pays connaît l'un des taux de naissance les plus élevés d'Asie, combiné à un fort taux de mortalité maternelle. L'objectif pour le pouvoir est donc de contrôler ces naissances. Et dans ce pays où les catholiques représentent plus de 80% de la population, l'Église reste très influente. Depuis des années, elle s'oppose à la promotion de la contraception. N'importe quel dispositif ou n'importe quelle méthode qui empêche la possibilité de donner la vie est un péché. Si une personne se livre à l'utilisation de contraceptifs uniquement dans le but d'avoir des relations sexuelles, alors c'est ce que nous appelons une action immorale. Une action que souhaite continuer à encourager le président Duterte par la distribution de préservatifs.
Au total, 6 millions de femmes devraient bénéficier de la pilule contraceptive. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition d'information. Merci donc à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.